Bienvenue sur Vigilant, le podcast où on décrypte ensemble l'actualité défense, géopolitique et technologie militaire sans jargon indigeste. Premier épisode aujourd'hui, donc si vous aimez comprendre ce qui se joue derrière les gros titres, restez avec moi, vous êtes au bon endroit. Cette semaine, on part du sommet franco-ukrainien à Paris, on traverse Berlin, Londres, Washington, et on termine sur un débat brûlant dans l'industrie aéronautique américaine. Allez, on y va. Volodymyr Zelensky était à Paris pour une visite diplomatique lourde d'enjeux. Officiellement, renforcer la défense aérienne ukrainienne et avancer sur la question des avions de combat. Mais dans les coulisses, c'est encore plus intéressant. La France a confirmé travailler sur de nouvelles livraisons de missiles Aster-30, l'un des meilleurs intercepteurs européens. C'est un missile sol-air capable d'abattre des avions, des drones ou des missiles à très longue distance avec une précision exceptionnelle. On a également parlé du Rafale, l'avion de combat français conçu par Dassault. Seulement, ce genre de livraison n'est pas aussi simple qu'une livraison Amazon. Il faut comprendre qu'un Rafale, c'est une machine ultra complexe. Des dizaines de systèmes électroniques, des radars, des moteurs nécessitant une maintenance précise et un écosystème logistique complet. Pièces détachées, outils, logiciels, etc. Former un pilote de chasse demande des années. Mais il existe des solutions intermédiaires, comme des programmes accélérés pour pilotes déjà expérimentés, ou encore la mise en place d'équipes mixtes franco-ukrainiennes pour la maintenance. Au-delà du militaire, c'est un pari industriel français. Si l'Ukraine s'équipe en Rafale et en Aster-30, elle devient en quelque sorte captive de l'écosystème industriel français pendant des décennies. Pièces, formation, maintenance et modernisation. C'est exactement ce que les États-Unis ont fait pendant 40 ans avec le F-16. Et du côté français, c'est une bénédiction industrielle. Dassault Aviation, MBDA qui fabrique les missiles Aster et des centaines de sous-traitants remplissent leur carnet de commandes pour des années. Enfin, politiquement, ça ancre durablement l'Ukraine dans l'espace militaire occidental et positionne la France comme fournisseur stratégique pour une génération. Bref, un dossier énorme, aussi bien militaire qu'industriel, et qui va probablement redessiner la relation stratégique entre Paris et Kiev pour des décennies. Et justement, ça nous emmène à un autre sujet où politique, industrie et sécurité s'entremêlent. Milipol, si vous ne connaissez pas, c'est le grand salon français dédié à la sécurité intérieure. Drones, police, cybersécurité, équipements antiterroristes. Après le 7 octobre 2023, les entreprises israéliennes avaient été exclues du salon. Mais le 12 septembre 2024, le ministère de l'Intérieur a officiellement levé cette interdiction. Et cette année, Emmanuel Macron a confirmé le retour complet des exposants israéliens. Et ce retour, c'est loin d'être anodin. D'abord parce qu'Israël est un des leaders mondiaux dans la surveillance, les drones tactiques, l'antiterrorisme et les technologies de sécurité urbaine. Leur absence créait un véritable angle mort technologique dans le salon. Mais surtout, côté israélien, c'est un enjeu vital. Milipol représente l'un des plus gros carrefours commerciaux en Europe pour leurs entreprises de sécurité intérieure. Ne pas y être, c'était perdre des contrats, des partenariats et voir leurs concurrents prendre leur part de marché. Beaucoup d'entreprises israéliennes avaient d'ailleurs sur Paris parce qu'elles ont besoin de Milipol pour maintenir leur pipeline d'affaires en Europe. C'est l'un des rares salons au monde où elles peuvent directement rencontrer ministères, police nationale, opérateurs d'infrastructures et acheteurs institutionnels. À Milipol, on parle bien de sécurité intérieure. Ce n'est pas l'armée, c'est tout ce qui concerne police, gendarmerie, protection civile, contrôle des frontières et renseignement intérieur. Autrement dit, c'est un marché très réglementé où le contact avec les États est indispensable pour exister. D'où l'importance de Milipol. Les enjeux derrière cette décision sont multiples. Sur le plan économique, Milipol est un salon business, un vrai. Retirer Israël, c'était casser une partie du marché et priver les acheteurs européens de solutions très avancées, notamment en cybersurveillance et en détection de menaces. Permettre leur retour, c'est garantir que le salon reste compétitif face aux géants internationaux. Sur le plan diplomatique, la France cherche à rééquilibrer sa posture. Montrer qu'elle peut maintenir des relations industrielles avec Israël, même dans un contexte politique compliqué. Parce que laisser Israël hors de Milipol ouvrait un boulevard à d'autres, les entreprises américaines, turques ou encore sud-coréennes, qui n'auraient pas hésité à occuper tout l'espace laissé vacant. En clair, c'est une décision à la fois politique, économique et industrielle. Et elle montre que Paris veut éviter un affaiblissement du salon tout en maintenant un canal de coopération technique avec Israël. On garde en tête ce retour des entreprises israéliennes parce que ça pourrait rebattre les cartes dans le secteur. Et justement, d'autres cartes sont en train d'être redistribuées du côté de Berlin. Le Bundestag, le Parlement allemand, vient de valider environ 7,8 milliards d'euros pour développer une option alternative au programme naval F-126. C'est quoi le F-126 ? Un programme de frégate moderne conçu par l'entreprise néerlandaise Damen.
Les frégates, ce sont des navires de guerre polyvalents, anti-air, anti-sous-marins, escortes, etc. Pourquoi une alternative? Berlin envisage un plan B car le programme accumule retards et surcoûts et l'industrie allemande pousse pour renationaliser une partie de la construction navale militaire. Ce que ça signifie pour Damen? Officiellement, le contrat avec Damen n'est pas remis en cause. Mais en allouant une somme pareille pour une solution alternative, le gouvernement allemand envoie un signal fort. Il dit à Damen en gros, « Votre programme a intérêt à se dérouler sans accroc, sans retard et sans surcoût. Parce que sinon, on a déjà les autorisations et l'argent pour aller voir ailleurs. » La menace est donc claire. Si Damen ne livre pas dans les temps et dans le budget, ou si l'Allemagne se réoriente vers une solution 100% allemande, Damen peut perdre des milliards de contrats et de crédibilité sur le long terme. Seulement la simple annonce peut déjà avoir un effet crucial. Elle peut semer le doute partout. Au sein du réseau de partenaires de Damen, dont une partie est allemande, les sous-traitants peuvent devenir plus frileux et les banques plus nerveuses. En revanche, les concurrents doivent s'en frotter les mains. Les grands chantiers navals allemands qui avaient perdu l'appel d'offres face à Damen peuvent désormais se présenter en option B crédible. Mais on peut aussi imaginer les Italiens ou d'autres compagnies néerlandaises. Derrière ça, il y a un débat très allemand. Faut-il dépendre d'un chantier naval étranger pour les futurs navires de la Bundeswehr? L'Allemagne veut réindustrialiser son outil militaire depuis 2022. Ce financement alternatif montre que Berlin reprend en main ses industries clés et pourrait se détacher de partenaires étrangers pour des programmes critiques. Berlin a transformé un contrat en compétition à suspense. On verra comment Damen réagira, mais c'est un signal clair envoyé par Berlin. Et puisqu'on parle d'innovation et de technologie critique, le Royaume-Uni a justement lancé quelque chose de très intéressant. Changement d'ambiance. Mais on reste dans la technologie. L'armée britannique se dote d'un terrain de jeu, mais pour l'intelligence artificielle. Le Defense AI Center, qui pilote l'IA pour les forces armées britanniques, a lancé une plateforme appelée AI Model Arena. En clair, c'est quoi? C'est un espace où les IA peuvent être testées, comparées, standardisées, avant d'être achetées par le ministère de la Défense. Pourquoi c'est utile? Parce que l'IA militaire pose 3 problèmes. Opacité. Difficile de savoir comment un modèle prend ses décisions. Sécurité. Un modèle peut être trompé par de simples manipulations. On appelle ça des attaques adversariales. Interopérabilité. Il faut qu'un modèle puisse fonctionner avec les systèmes existants. L'objectif est simple. Éviter que l'armée ne dépense des millions pour une IA non fiable, non sûre ou incompatible. Un projet qui pourrait devenir une référence mondiale si ça fonctionne. Et justement, dans le domaine des acquisitions militaires, les États-Unis ont beaucoup fait parler cette semaine avec 3 actualités, et je pense qu'on peut en fait voir ces 3 actualités comme les conséquences d'une cause commune. La machine de défense américaine est en train de lutter contre ses propres lourdeurs pour devenir plus rapide, plus efficace et plus réactive. 3 symptômes, une seule cause. En 1, réforme de l'acquisition. À Washington, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, pousse une refonte profonde des procédures d'achat militaire. Aujourd'hui, un programme peut mettre 10 à 15 ans à entrer en service, parfois plus longtemps que la durée de vie technologique de l'équipement lui-même. Son objectif est alors de réduire la bureaucratie, raccourcir les cycles d'achat, laisser plus de place aux startups, s'inspirer du rythme et des méthodes de la tech américaine. En résumé, produire plus vite, tester plus vite, adopter plus vite. Parce qu'à l'heure où la Chine met en service un programme majeur tous les 2-3 ans, les États-Unis ne peuvent plus se permettre la lenteur. Deuxième actualité américaine, le débat sur le right to repair militaire. Deuxième sujet, qui lui aussi renvoie à la nécessité d'aller plus vite. Le right to repair, c'est le droit de réparer un équipement sans passer obligatoirement par le constructeur. Cette semaine, un sénateur américain a interpellé directement les industriels, leur reprochant de verrouiller les systèmes, les logiciels et même certaines pièces. Les témoignages de militaires expliquent qu'en opération, ils ont besoin d'autonomie et d'adaptabilité. Ils ne peuvent pas attendre 3 semaines qu'une pièce revienne de l'industriel. Ils ont besoin de réparer sur place, immédiatement, avec les moyens du bord. Aujourd'hui, de nombreux industriels verrouillent volontairement leurs équipements, logiciels, diagnostics, composants, pour garder le monopole de la maintenance et donc des marges. Ce qui est bon pour le business, mais catastrophique pour la réactivité opérationnelle. D'un côté, les militaires demandent autonomie et vitesse. De l'autre, les industriels défendent contrôle et sécurité des procédures tout en préservant leur modèle économique. Et enfin, le dernier sujet. Boeing, tension sociale dans un moment industriel critique. La production, elle aussi, rencontre des résistances internes. Chez Boeing, les employés se sont mobilisés cette semaine, vote, grève, revendications, pour obtenir de meilleures conditions de travail et des garanties salariales.
Et ce n'est pas anecdotique. Boeing traverse déjà une période extrêmement sensible, marquée par des problèmes de qualité, des retards de production, plusieurs scandales très médiatisés. Une grève ou un vote défavorable pourrait ralentir la production militaire, fragiliser davantage le géant américain, renforcer la position d'Airbus. Autrement dit, pendant que le Pentagone demande de produire plus vite, l'un des géants de l'armement américain fait face à ses propres contraintes sociales et industrielles. En clair, la défense américaine sait qu'elle doit aller plus vite, produire plus vite et s'adapter plus vite. Mais elle doit d'abord résoudre ses propres contradictions internes. C'est une bataille contre un adversaire invisible, la lenteur du système lui-même. Voilà pour ce premier épisode de Vigilant. Si cette revue de l'actu défense vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser un petit like et surtout un commentaire. Ça aide énormément pour lancer la chaîne. Le podcast est disponible ici sur YouTube et il arrive très bientôt sur toutes les plateformes de podcast. On publie aussi des extraits sur TikTok et Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas pour ne rien manquer entre 2 épisodes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon stratégique. Restez curieux, restez vigilants. À très vite.